Bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Lich, chargé de recherche au CNRS, au CEREJ, qui est donc un laboratoire de sciences de la Terre à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, Laurette Piani m'a demandé de vous expliquer un petit peu en quoi consistait mon métier et comment j'étais arrivé au poste de chargé de recherche. Donc, je vais faire ça dans un premier temps. Et puis après, je vous parlerai un peu plus de mes thématiques de recherche. Et alors, un teaser sur mes thématiques de recherche. Donc moi, je suis géologue et je travaille sur des questions de biogéographie. Concrètement, je bosse à l'interface entre trois disciplines. La tectonique, je reconstitue la paléogéographie. La paléoclimatologie, je reconstruis les climats passés. Et la paléobiologie, je date des sites fossiles. Alors pourquoi ces trois questions? Parce que la biogéographie, qui est la science de l'étude de la distribution des espèces, nécessite de comprendre l'évolution du paysage, du climat et des espèces. Ma niche au sein de ces trois grands domaines des sciences de la Terre, c'est la géologie sédimentaire et la géochimie isotopique et géochronologie. Je vais vous donner quelques illustrations de ce que je fais concrètement dans ces domaines. Et je travaille bien entendu en collaboration avec des paléontologues, des modélisateurs du climat et des géodynamiciens qui font des choses donc très différentes en termes d'outils de ce que je fais. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un chargé de recherche? Un chargé de recherche, c'est un chercheur qui est embauché par un institut national et pas par une université. Et ensuite, il est détaché dans un laboratoire universitaire ou dans une école. Alors, institut national, ça peut être le CNRS, c'est mon institut, mais il y en a d'autres qui embauchent des chargés de recherche, comme l'INRAE, l'IRD ou le CEA. Et contrairement à nos collègues dans les laboratoires de recherche qui font de l'enseignement, les chargés de recherche, eux, sont dédiés à 100% à la recherche. Le peu d'enseignement que nous faisons, c'est souvent sur base du volontariat. Nous avons une grande liberté de travail. Nous choisissons nos propres sujets, nous gérons notre temps, les recrutements, l'achat de nos machines de manière indépendante. Et notre salaire est versé à 100% par l'Institut national qui nous embauche. Par contre, c'est à nous de démarcher d'autres instituts pour financer notre travail de recherche. C'est-à-dire que mon salaire, lui, il est fixé, mais mon institut ne me donne pas d'argent pour faire ma recherche. Il faut que j'aille voir d'autres instituts, faire des demandes de financement pour pouvoir financer mes travaux. Alors, ça peut sembler être un job idyllique, vu que j'ai une très grande liberté dans mon travail. C'est le cas, c'est un poste très agréable, je suis très content de mon boulot. Néanmoins, il y a quelques à côté qu'il faut souligner. Les postes de chargé de recherche sont très compétitifs. En géologie, il y en a très peu en France aujourd'hui. En terre solide, donc en géologie pure, le CNRS aujourd'hui n'en donne qu'à peu près que 5 par an à l'échelle nationale. Et le salaire est plutôt faible. Donc aujourd'hui, à Bac plus 15, je suis autour de 2400 € net. Donc il ne faut pas partir dans cette direction si c'est l'argent qui vous motive. Néanmoins, si vous aimez les sciences de la Terre, vous avez une telle liberté de recherche que c'est vraiment idéal comme direction de travail. Et puis il y a aussi une grande partie de notre travail qui est dédiée à la prospection de financement et à l'administratif. Donc comme je vous le disais, il faut qu'on aille chercher les financements pour financer notre travail. Et puis, on est des fonctionnaires, donc il y a de base beaucoup d'administration. Comment je suis devenu chargé de recherche? Eh bien, c'est une histoire avec plusieurs rebondissements. Donc moi, je suis originaire du coin, pas de Nancy spécifiquement, je suis originaire de Verdun, donc un peu plus perdu là, dans la campagne. Et j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans les tranchées de la guerre de 14 à aller déterrer des tunnels et explorer les bunkers. J'étais mordu de souterrain et d'archéologie. Et donc, je voulais partir dans l'histoire et l'archéologie. Sauf que j'étais bon en maths et en physique et mes parents m'ont poussé à aller en classe préparatoire maths-physique. Donc, j'ai eu du succès au concours des écoles d'ingénieurs. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'école polytechnique, qui est donc école généraliste, pas du tout en sciences de la Terre, sauf qu'une fois en école d'ingénieur généraliste, l'aspect historique et archéologique m'a manqué très rapidement, et donc je me suis inscrit en parallèle en licence d'histoire et d'histoire de l'art pour essayer de rattraper les sciences archéologiques en parallèle de mon cursus d'ingénieur.
Alors à Polytechnique, c'est 4 ans d'école d'ingénieur, c'est pas 3 ans. Et la 4e année, on a une école d'application dans laquelle on se spécialise. Et alors mon plan pour retomber dans les sciences archéologiques, eh ben, ça a été de partir vers les sciences de la Terre. Je me disais, entre sciences de la Terre, archéologie, il y a la géoarchéologie, à cheval sur ces deux grandes disciplines scientifiques. Donc voilà ma porte d'entrée vers les sciences archéologiques. Donc je suis parti à l'école des mines de Paris pour me spécialiser en sciences de la Terre. Et au cours de mon cursus à l'école des mines, j'ai fait plusieurs stages qui ont été vraiment le cœur de ma formation initiale en sciences de la Terre. Un stage académique à l'IPGP, c'est l'Institut de physique du globe de Paris, c'est un gros labo de sciences de la Terre à Paris, où j'ai fait de l'archéomagnétisme, c'est l'étude du magnétisme des artefacts archéologiques. Et puis en école d'ingénieur, on doit faire des stages dans le milieu privé. Et donc là, je suis parti à fond dans le privé, chez Total et chez Areva, ce qui m'a permis de voyager et puis de m'initier à la géologie de terrain, stratigraphie, sédimentologie. Avec Total, j'ai été dans les sacs bitumineux dans le Grand Nord canadien, et avec Areva, j'étais en Mongolie, dans les mines d'uranium du désert de Gobi. Donc des grandes expériences, sauf qu'à la fin de ce cursus, je savais pas trop où mettre les pieds. J'ai pris une année de césure, j'ai commencé à chercher des sujets de thèse entre archéologie et sciences de la Terre. J'ai rien trouvé en archéologie, mais on m'a proposé un sujet de thèse focalisé sur la reconstruction des paléo-environnements et des paléoclimats des primates anciens. Alors on passait donc de l'échelle du millier d'années pour l'archéologie à l'échelle de la dizaine de millions d'années pour ce sujet de thèse. Néanmoins, il y avait le même ferment, cette idée d'être à l'interface entre le vivant et les sciences du climat, les sciences de la Terre. Donc j'ai pris ce sujet de thèse que j'ai fait en partenariat entre l'Université de Poitiers pour l'aspect paléontologique et paléoprimatologie et le CRPG, donc juste à côté, voilà, un autre lien avec Nancy, pour tous les aspects reconstruction paléoclimatique avec des approches géochimiques. Le CRPG, j'imagine que vous en avez entendu parler, hein. C'est le gros laboratoire de géochimie qui est juste en face. Ma thèse a duré 3 ans, et alors, vous avez sans doute entendu parler de ces postes qui font suite aux thèses, qu'on appelle les post-docs. En gros, si vous voulez partir dans une carrière académique, vous n'êtes jamais embauché à l'issue de votre thèse. Vous allez enchaîner toute une série de petits CDD, qui peuvent très bien durer 6 mois ou 3-4 ans, qui vont vous amener dans différents laboratoires. Et le but de ces CDD, c'est d'apprendre des nouvelles techniques, d'augmenter votre réseau, et c'est seulement au bout de plusieurs de ces CDD que vous devenez compétitif pour des postes de chargé de recherche ou de maître de conférence. Donc, ça a suivi une période où j'ai fait plusieurs post-docs aux États-Unis et en Allemagne. C'est une période de ma vie assez précaire, parce que ces CDD, ils étaient très courts, 6 mois à 1 an, donc à peine que je commençais un contrat, que je devais commencer à chercher les financements pour le suivant. Néanmoins, ces CDD m'ont permis d'augmenter mon réseau, de rencontrer plein de monde, ce qui m'a permis aussi de mettre un pied dans le système américain. Et j'ai eu la chance d'être embauché en tant que professeur assistant dans une université aux États-Unis, à l'université de Washington, à Seattle. Professeur assistant, c'est l'équivalent de maître de conf aux États-Unis. Alors, j'y suis resté 4 ans. Alors, pourquoi seulement 4 ans ? Eh bien, parce que j'y étais de 2016 à 2020. Et alors, je ne sais pas si ces dates vous rappellent quelque chose. C'est exactement la présidence de Trump. J'ai commencé mon séjour avec 1 mois avant l'arrivée de Trump et je l'ai fini 2 mois avant son départ. Donc l'ambiance était assez délétère. Je me suis pas senti à l'aise. L'ambiance dans mon département n'était pas du tout agréable. Et le fait que Seattle, si vous regardez la carte des États-Unis, c'est le point le plus loin de la France, si on exclut l'Alaska et Hawaï, eh bien le mal du pays m'a rapidement pris. Et donc, j'ai postulé à des postes pour rentrer en France. Et puis, donc, depuis 2020, je suis de retour en France sur un poste de chargé de recherche au CEREJ, donc ce laboratoire qui est à l'université d'Aix-Marseille. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble la vie d'un poste de chargé de recherche ? Eh bien, je vais m'atteler à répondre 2 grands types de questions. Les questions que je me pose, qui m'intéressent, donc en biogéographie, et les questions que les collègues me posent, qui sont plus des questions généralement plus techniques, qui sont associées à mes compétences géochimiques. Alors, par exemple, les questions que je me pose, c'est des grandes questions, comme comment évolue la mousson au cours des temps géologiques pour les aspects paléoclimataux, d'où viennent les primates pour les aspects paléobiologiques. Et les questions qu'on va me poser sont plus techniques. Par exemple, quelle température faisait-il à cet endroit il y a 35 millions d'années, ou quel est l'âge de ce site fossile ? Et alors, pour répondre à ces 2 grands types de questions, eh bien,
je vais faire de manière égale en termes de charge de temps du terrain pour aller échantillonner et décrire les sites. Je suis à peu près 6 semaines à 10 semaines par an sur le terrain. Et du laboratoire, faire marcher les machines, acquérir les données et les interpréter. Donc ça, c'est vraiment l'activité scientifique pure que je fais. Et puis si vous regardez le pourcentage temporel, c'est-à-dire que les meilleures années, c'est 50% de mon temps, mais généralement, c'est juste un tiers de mon temps. Qu'est-ce que je fais le reste des 2 tiers de mon temps, quand ce n'est pas de la science directement? Eh bien, une grande partie de mon travail consiste à écrire et présenter mes résultats. Exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas une grosse masse de travail en termes de préparation, mais quand il s'agit de présenter, de publier nos résultats scientifiques, là, par contre, ça devient ardu. Parce que la première production des chercheurs, ce sont les articles scientifiques, qui sont tous rédigés en anglais et qui sont corrigés, relus de maintes fois par la communauté scientifique. Donc quand vous écrivez un article scientifique, vous passez énormément de temps dessus, et c'est des allers-retours constants entre collaborateurs, reviewers, et entre le moment où vous soumettez un papier et le moment où il est publié, il peut se passer plusieurs années. Donc ça, partie significative de mon temps, et puis ensuite l'encadrement, doctorants, post-doctorants, ingénieurs, techniciens. Donc, quand c'est pas moi qui fais le travail de terrain et de labo, ce sont les personnes que j'encadre, qui vont le faire directement, et moi, je dois les encadrer logistiquement et administrativement. Donc, ça, c'est encore un petit tiers. Le dernier tiers de mon travail, c'est des charges administratives. Alors, aller sur le terrain, faire le labo, ça implique de l'administratif de base, qui est commande, ordre de mission et rapport technique. On évalue annuellement ou bisannuellement la qualité de votre travail. Mais au CNRS, le CNRS a pour habitude de demander aux chargés de recherche de s'impliquer à la fois localement, régionalement et nationalement dans la gestion de la recherche. Parce que tout est fait de manière bénévole au sein du CNRS. On se gère, on s'autogère quelque part. Et donc, j'ai certains collègues qui ont des postes à responsabilité à Paris, dans la gestion des sections, donc par exemple qui sont chargés des recrutements ou de l'attribution des prix annuels. Moi, mon activité administrative actuelle, c'est que je suis chargé d'une équipe de recherche. Le CEREJ, il y a 4 grandes équipes, et donc je suis en charge de l'équipe climat. Et donc mon travail en tant que chef d'équipe consiste à s'occuper de tout l'aspect RH et les entretiens pour le personnel de soutien à la recherche, gérer le budget de l'équipe, gérer l'événementiel. Donc ça, c'est à peu près 20% de mon temps aujourd'hui. Et enfin, donc, il y a la partie recherche de financement. Moi, pour la partie de recherche de financement, en ce moment, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de temps à passer dessus parce que j'ai un gros financement européen qui dure jusqu'en 2027 et donc qui couvre la plupart de mes activités de recherche. Et c'est principalement ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, parlons maintenant un peu science et biogéographie. Et donc, je vais vous présenter la grande question en biogéographie que de nombreux paléontologues, biologistes et géologues se posent depuis à peu près 200 ans. Et vous allez voir qu'en 200 ans de recherche en sciences de la Terre sur cette grande question, eh bien, on n'est pas loin de la case départ. Alors, quelle est cette grande question en biogéographie? Eh bien, cette grande question, c'est expliquer la distribution d'espèces continentales séparées par les océans. Et c'est notamment le cas des primates, qui sont présents en Asie, en Afrique, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et alors, ça, on le sait depuis très longtemps, et les premières tentatives d'explication remontent au XVIIIe siècle, avec une première grande école en biogéographie, qu'on appelle l'école dispersaliste, qui interprète ces distributions cassées par la géographie comme étant le reflet de dispersions passées. Alors, les premiers à proposer qu'il y a des dispersions anciennes sont les premiers grands taxonomistes du XVIIIe siècle, les premiers grands naturalistes modernes, comme Linné ou Buffon. Mais le cadre théorique pour l'école dispersaliste va venir avec le développement de la théorie de l'évolution et la mise en évidence de la sélection naturelle comme étant l'un des grands moteurs de l'évolution, avec Darwin et toute une grande série de biogéographes dans la deuxième partie du XIXe siècle. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que je prends 2 continents,
Afrique et Amérique du Sud, avec une population originelle de primates, disons, en Afrique et aucune en Amérique du Sud. À un moment dans le passé, j'ai une dispersion d'un continent à l'autre. Je vais donc me retrouver avec la même population, génétiquement la même, sur ces deux continents. Mais après la dispersion, j'ai plus d'échanges entre ces deux continents. Ces deux populations vont donc suivre leur propre chemin évolutif, vont diverger génétiquement jusqu'à atteindre la situation d'aujourd'hui où on a des populations très différentes. Et le degré de divergence entre ces populations reflète directement le temps écoulé depuis la dispersion initiale. Alors, les biogéographes ont besoin, pour expliquer ces dispersions passées, de l'existence de ponts continentaux disparus ou de ponts continentaux éphémères, soit créés par des archipels qui se forment et qui disparaissent, soit créés par des grandes variations du niveau marin. On arrive parfois à des histoires assez farfelues. Je vous ai mis ici, par exemple, la carte de dispersion humaine de Haeckel à la fin du XIXe siècle, qui propose que la distribution des hommes aujourd'hui est issue d'une série de dispersions consécutives issues d'un continent perdu au milieu de l'océan Indien, qui serait appelé Lémuria, d'où les hommes auraient été originels, et c'est hors de Lémuria que tous les hommes se seraient dispersés. Alors, bien entendu, c'est complètement faux, hein. Il n'y a aucune preuve géologique de l'existence de ce continent. Néanmoins, il y a quelques bonnes idées sur cette carte, notamment l'idée que, pour atteindre l'Amérique du Sud, eh bien que les hommes soient passés aux très hautes latitudes par le détroit de Bering. Alors ça a été prouvé comme vrai. On sait maintenant que les premiers colons humains de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud sont passés par le détroit de Bering il y a vraisemblablement entre 30 000 et 20 000 ans dans le passé. Alors on pourrait se dire, pourquoi pas pour les primates anciens? Sauf que ce qui est facile pour les hommes ne l'est pas forcément pour des primates anciens. Les hommes, espèces généralistes qui s'adaptent à plein de milieux, les primates anciens étaient pour la plupart arboricoles et cantonnés aux écosystèmes tropicaux. Bon courage pour faire passer une bestiole qui vit dans les forêts tropicales par le détroit de Bering. La révolution de l'école dispersaliste, elle vient avec William Matthew en 1915 et son livre fondateur Climate and Evolution, qui propose que les variations du climat passé de la Terre ont une amplitude importante et que l'on a pu avoir par le passé l'arrivée de climats tropicaux jusqu'aux très hautes latitudes et que c'est la création de corridors de dispersion par l'expansion de ces niches tropicales aux très hautes latitudes qui a permis la distribution des espèces qu'on retrouve maintenant dans les néotropiques et dans les tropiques africains et asiatiques, mais qu'aujourd'hui on ne retrouve pas aux hautes latitudes. Alors cette idée de dispersion aux hautes latitudes lors des périodes chaudes, elle a été validée aussi, notamment pour un épisode il y a très longtemps dans le passé, il y a 56 millions d'années. Peut-être que cet âge vous dit quelque chose. 56 millions d'années, c'est un épisode climatique qu'on appelle le PETM, Paléocène-Éocène Thermal Maximum. C'est le pic de température du Cénozoïque, avec une très grande augmentation du CO2. Et au cours de cette période, on retrouve sur les sites fossiles en Alaska, au Groenland ou en Europe du Nord, on retrouve des palmiers ou des crocodiles, des espèces qui ne survivent pas à des températures qui passent sous zéro toute l'année. Ce qui veut dire que pendant le PETM, on avait bien de très fortes températures et des écosystèmes tropicaux à assez haute latitude. Et sur ces sites, on trouve des primates anciens, notamment au Groenland. Et on trouve les mêmes primates en Amérique du Nord, en Europe, au Groenland et en Asie de l'Est, ce qui confirme cette idée qu'on avait ces corridors continus aux très hautes latitudes. Donc parfait, on a un mécanisme potentiel pour expliquer les dispersions de primates passées, sauf que, eh bien, cette idée de connexion haute latitude ne fonctionne pas toujours. Alors, un contre-exemple, c'est pour la faune de Madagascar. Vous connaissez sans doute les lémuriens de Madagascar, qui est peut-être le cliché de la faune endémique de Madagascar, sauf que Madagascar ne possède pas que les lémuriens dans sa faune endémique. Il y a énormément de mammifères qu'on ne trouve que à Madagascar, comme le tang ou le fossa, d'autres mammifères dont les cousins les plus proches sont allés à chercher en Afrique. Sauf qu'il y a tellement de divergences entre la faune de Madagascar et la faune africaine que s'il y a eu un lien, il faut aller la chercher des dizaines de millions d'années dans le passé. Mais alors là, faire une connexion aux hautes latitudes entre l'Afrique et Madagascar, bon courage, parce que vous n'avez que l'océan au nord et au sud. Donc il nous faut d'autres mécanismes.
Et ces autres mécanismes nous sont apportés par la deuxième grande école en biogéographie, qui est l'école qu'on appelle l'école de la vicariance. Peut-être un mot que vous avez déjà entendu. La vicariance, c'est la séparation des espèces par la création de barrières physiques. Ce ne sont plus les espèces qui bougent, c'est la géographie qui bouge. On crée une chaîne de montagnes où on ouvre un océan. Alors comme vous devez vous en douter maintenant, le moteur de la vicariance, c'est la tectonique des plaques, qui ouvre les océans et qui crée les chaînes de montagnes. Et donc l'école de la vicariance, elle a été proposée pour la première fois au tournant du siècle, du siècle passé, dans les années 1910. Wegener est le premier à proposer ce type de mécanisme, mais elle a vraiment été popularisée que dans les années 60 à 80, lorsque la tectonique des plaques a été validée et reconnue mondialement, et c'est grâce au travail de biogéographes comme Léon Croizat, Rosen, Platnik ou Nelson, qui est encore en vie aujourd'hui d'ailleurs. Alors comment ça fonctionne? Comment on théorise la vicariance? Eh bien, imaginez que Afrique et Amérique du Sud fassent un même continent dans le passé, et qu'on a une population commune à cet ensemble continental, une population commune de primates. On ouvre l'Atlantique, et donc on crée une barrière physique, et petit à petit, eh bien, nos espèces vont être séparées et vont commencer à suivre leur propre chemin évolutif et diverger. Et le degré de divergence qu'on trouve aujourd'hui entre ces populations reflète le temps écoulé depuis la séparation physique et donc depuis l'ouverture de l'Atlantique. Alors, quel mécanisme pour expliquer la présence de primates en Amérique du Sud? On a deux mécanismes potentiels, la dispersion ou la vicariance. Eh bien, c'est ce que nous allons tester là, dans les quelques dizaines de minutes devant nous. Mais avant de savoir quel mécanisme, avant de tester le mécanisme, un petit rappel sur l'arbre phylogénétique des primates. Nous sommes des hominidés, genre Homo sapiens. Cette famille des hominidés inclut tous les ancêtres du genre Homo, ainsi que les australopithèques. On remonte jusqu'à peu près 5 à 7 millions d'années dans le passé. Mais les hominidés font partie d'un plus grand clade qu'on appelle les hominoïdes, qui regroupe aussi les grands singes, orang-outans, gibbons, chimpanzés. Les hominoïdes, eux, sont cousins d'un autre grand clade qu'on appelle les cercopithécoïdes, qui inclut les petits singes à longue queue. Vous allez dedans avoir les macaques, vous allez dedans avoir les babouins, par exemple. Cercopithécoïdes, hominoïdes, hominidés, on ne les trouve qu'en Afrique et en Eurasie. On les appelle d'ailleurs les primates de l'Ancien Monde, par opposition aux primates du Nouveau Monde, qui sont les primates qu'on trouve en Amérique du Sud. Les primates des Nouveaux Mondes, leur petit nom taxonomique, c'est les platyrrhiniens. Donc on est les cousins directs, les indirects de ces platyrrhiniens, de ces primates de l'Ancien Monde. Tous ces grands clades de primates, on les appelle aussi les primates anthropoïdes. Donc ce sont les primates qui sont les plus proches de l'homme. Donc, tester quel mécanisme va séparer les primates de l'Ancien Monde des primates du Nouveau Monde, c'est essayer de retourner à cet épisode de divergence initiale pour voir quelle était la paléogéographie à l'époque et est-ce qu'on ouvre l'Atlantique ou est-ce qu'il faut une dispersion. C'est ce que nous allons voir. Alors juste avant de voir ça, ce ne sont pas les seuls primates que nous avons aujourd'hui sur Terre. Il y a d'autres familles de primates qu'on appelle les primates un peu plus archaïques, et archaïques dans le sens que leur divergence de l'arbre phylogénétique des primates a lieu de manière antérieure. On a notamment les tarsiers, l'Oryx galagos et les lémurs de Madagascar. Tout cela sont aussi présents uniquement en Afrique et en Eurasie. Vraiment, les primates du Nouveau Monde, les platyrrhiniens, sont les seuls à avoir atteint l'Amérique du Sud. Alors pour comprendre ce qui se passe lors de ces divergences multiples, la paléontologie ici entre en jeu. Les paléontologues, lorsqu'ils trouvent un fossile de primate, ils vont pouvoir l'attribuer à telle ou telle grande famille à partir de leurs caractéristiques morphologiques, caractéristiques anatomiques des os qu'ils découvrent. Et pouvoir les attribuer aussi à une certaine distance de ces points de divergence. La recherche des chaînons manquants, c'est un terme grossier qu'on utilise souvent pour expliquer, en fait, ces points, identifier les fossiles qu'on trouve, qu'on met à ces points de divergence. Ensuite, ces fossiles, on les date, et reconstituer cette histoire phylogénétique, c'est une combinaison de trouvailles paléontologiques et de datation. Mais comment date-t-on un fossile ?
la datation absolue des fossiles, la géochronologie, donc la science de la datation absolue, c'est quelque chose qui est développé au tournant des années 1900, suite aux travaux de Curie, Becquerel et la mise en évidence de la radioactivité des éléments. Holmes est le premier à proposer que bien on pourrait utiliser la radioactivité des éléments comme une horloge pour dater les roches. Mais c'est seulement 50 ans plus tard, dans les années 1950, que Patterson va nous fournir les premières datations absolues. La géochronologie, c'est quelque chose, la datation absolue des roches, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis à peu près 70 ans. Et pourquoi on a fallu attendre les années 1950 ? Eh bien, c'est la mise en place de spectromètres de masse et de salles blanches. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, en géochronologie, la datation absolue des roches, la méthode la plus standard, la première qui a vraiment été développée, c'est la datation uranium-plomb, basée sur la radioactivité de l'uranium. Alors, vous le savez, l'uranium est radioactif. Il y a plusieurs isotopes de l'uranium qui sont radioactifs. Il va se décomposer dans toute une série d'éléments radiogéniques, qui sont eux aussi radioactifs, jusqu'à ce qu'il arrive en plomb, qui lui est un élément stable. Et cette décomposition de l'uranium jusqu'en plomb, elle se fait avec une demi-vie de décroissance qui est constante. On connaît la vitesse de décroissance de l'uranium jusqu'en plomb, c'est une vitesse qui se chiffre en demi-vie, en centaines de millions d'années. Alors comment on peut utiliser ça pour dater les roches ? Eh bien, considérons un minéral qui, lors de sa formation, va incorporer beaucoup d'uranium et aucun plomb. Eh bien, la teneur, le ratio uranium sur plomb dans ce minéral, il va changer au cours du temps. Lors de sa création, ce rapport uranium sur plomb, il est infini, parce qu'il y a 0 plomb et beaucoup d'uranium. Et puis plus l'uranium décroisse, la quantité d'uranium diminue, le plomb augmente, et donc le rapport uranium sur plomb diminue. Donc le rapport uranium sur plomb mesuré dans le minéral, il est relié directement à l'âge du minéral, qu'on peut reconstituer si on connaît la demi-vie du minéral. Ben, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on date des roches par la méthode du uranium-plomb, c'est qu'on va aller mesurer des rapports uranium-plomb. Concrètement, comment ça marche aujourd'hui dans mon laboratoire et dans les autres laboratoires qui font de la datation uranium-plomb? C'est une méthode qui marche en routine depuis une vingtaine d'années. L'idée, c'est que moi, je vais sur un site fossile et je vais aller identifier des dépôts volcaniques. Pourquoi volcaniques ? Eh bien parce que les dépôts volcaniques, les minéraux qui vont être dedans, se sont formés au cours de l'éruption, et donc l'âge des minéraux dans le dépôt volcanique, ils sont quasiment synchrones du dépôt. Là, sur cette figure, c'est le niveau à peu près blanc que vous voyez là, au milieu des dépôts noirs. Le niveau blanc, donc c'est un dépôt de cendres volcaniques plutôt felsique, donc riche en silice. De ce dépôt, je vais aller extraire les minéraux qui sont très riches en uranium et qui n'ont pas beaucoup de plomb. On les connaît, il y a très peu de minéraux qui ont ces caractéristiques, mais il y en a qui sont assez communs, qu'on appelle les zircons. Et moi, je suis spécialiste des zircons en géochronologie, je vais aller les chercher, les extraire, et c'est ensuite ces zircons qu'on va les dater individuellement. Je les mets dans une résine, et puis je vais ensuite aller shooter chaque minéral individuellement à l'aide d'un laser. Un mini laser, le diamètre, ici, c'est 20 microns. C'est à peu près un cheveu. Et la poussière créée par l'ablation du laser, elle est envoyée dans le spectromètre de masse, qui est collé au laser, et c'est la mesure du spectromètre de masse qui va nous donner le rapport uranium sur plomb dans le zircon. Je peux ensuite transformer ce rapport uranium-plomb en âge, et pour un dépôt volcanique, disons que je date 20 zircons, ça me fait 20 bars, là, vous avez en ordonnée l'âge en millions d'années, et chaque barre, c'est l'incertitude sur l'âge de mon zircon, sur le ratio uranium-plomb. Je calcule une moyenne, et pour ce dépôt volcanique que je venais de vous montrer, j'obtiens un âge autour de 44 millions d'années, plus ou moins 1 million d'années. Donc voilà comment on date les roches en uranium-plomb aujourd'hui, et ce que je fais dans mon laboratoire. Et donc maintenant, je retourne à la phylogénie des primates, et je vous ai mis les âges relatifs en dessous, et puis les âges absolus en haut. Donc tout ça, c'est des raffinements sur l'arbre phylogénétique des primates qu'on connaît depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est de la science assez récente. Donc les premiers primates vont apparaître à la fin du Crétacé, autour de 70 millions d'années. Nous allons avoir les premières divergences au Paléocène et au tout début de l'Éocène, entre 60 et 50 millions d'années. Mais nous, la divergence qui nous intéresse, au sein des anthropoïdes, entre les primates d'Amérique du Sud et les primates de l'Ancien Monde, elle a lieu il y a 40 millions d'années.
Et ça, c'est plutôt bien contraint parce qu'on a pas mal de fossiles qui nous montrent ça. Et là, 40 millions d'années, c'est une date dramatique. Pourquoi dramatique? Eh bien, si vous avez déjà eu des cours de paléogéographie et d'évolution de l'histoire de la Terre, eh bien, vous savez sans doute que la Pangée, l'épisode où tous les continents, le dernier épisode où tous les continents étaient agglomérés en une grande masse continentale, date d'il y a environ 250 millions d'années, qu'elle commence à se disloquer autour de 200-150 millions d'années, et que l'ouverture de l'Atlantique Sud commence il y a 120 millions d'années. 120 millions d'années, c'est bien avant l'apparition des mammifères placentaires et bien avant la divergence des primates d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que les primates d'Amérique du Sud se divergent des primates de l'Ancien Monde 3 fois plus tard comparé à l'ouverture de l'Atlantique Sud. Donc ça nous casse toutes les hypothèses basées sur la Vicarius. Et ça, on s'en rend compte que depuis une petite dizaine d'années. Et donc on est obligé de retourner à des mécanismes de dispersion. Alors, voyons ça un peu plus en détail. Je vous ai mis ici une carte reconstruite du monde il y a à peu près 40 millions d'années. Vous pouvez voir que l'Atlantique, il est déjà bien ouvert, il y a 40 millions d'années. Il y a une nouveauté néanmoins sur cette carte, comparée à aujourd'hui, c'est qu'il y a un vaste océan entre Afrique et Eurasie. Cet océan, il s'appelle la Néothétis, et cet océan, il se ferme au cours du Cénozoïque. La Méditerranée, c'est une relique de la Néothétis. Et on a aussi pas mal de bassins océaniques peu profonds en Asie, des mers épicontinentales, dont on parlera brièvement un peu plus tard. Alors, que nous montre la distribution des fossiles de primates autour de 40 millions d'années? Eh bien, juste avant 40 millions d'années, on n'a que des primates anthropoïdes en Asie de l'Est. Une belle diversité. Et puis, soudain, autour de 40 millions d'années, et dans les quelques millions d'années qui suivent, on a une augmentation significative du nombre de sites, et ils apparaissent en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Les fossiles que vous allez trouver en Afrique du Nord sont les cousins très proches de ceux que vous allez trouver en Asie, et ceux que vous allez trouver en Amérique du Sud sont les cousins très proches de ceux que vous allez trouver en Afrique. Tout ceci nécessite une dispersion des primates de l'Asie vers l'Afrique, puis de l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Et c'est là que le mystère devient encore plus profond comparé aux questions qu'on se posait il y a 200 ans, c'est qu'il y a 40 millions d'années, non seulement les primates traversent un océan, l'Atlantique, mais ils en traversent un deuxième, la Néothétis. Et là où ça devient encore plus fou, c'est que les primates ne sont pas les seuls à faire ce voyage. Les rongeurs font le même trajet au même moment. Les rongeurs endémiques d'Amérique du Sud que vous avez aujourd'hui, vous allez tous les chercher à cette dispersion initiale d'il y a 40 millions d'années. Alors le mystère s'épaissit, difficile de l'expliquer, et on est obligé de revenir aux mécanismes qui ont été proposés il y a près de 200 ans pour expliquer cette distribution séparée par les océans, c'est-à-dire des dispersions à travers les océans. Et pour ça, eh bien, comment traverser un océan, comment faire traverser un océan à des espèces purement continentales? Le premier mécanisme, c'est par saut de puce. L'idée, c'est que si vous avez un archipel à travers l'océan, eh bien, lors de tempêtes extrêmes ou lors de bas niveaux marins et de tempêtes extrêmes, eh bien, quelques mammifères peuvent être balayés au large et se retrouver sur l'île d'après, vont mettre plusieurs générations à prospérer, se développer sur cette nouvelle île, et puis vous attendez quelque temps, une nouvelle tempête au cours d'un niveau de bas niveau marin, et hop, on les envoie sur l'île d'après, et comme ça, de saut de puce en saut de puce, vous pouvez leur faire traverser un océan au total et les faire arriver jusqu'au continent d'après. Mais vous pouvez imaginer que ce mécanisme, il va prendre énormément de temps, et il va être aussi très sélectif. Il y a juste quelques espèces qui vont réussir à traverser cet océan. Parce qu'il y a tellement d'étapes intermédiaires. Je pourrais expliquer que c'est seulement pourquoi primates et rongeurs aient fait ce trajet. L'autre mécanisme, c'est par rafting à longue distance. L'idée, c'est que vous avez toujours pareil, une tempête. Cette fois-ci, que cette tempête va arracher des débris végétaux, des troncs d'arbres ou des lits de végétation. Vous mettez des mammifères dessus et que ces mammifères vont naviguer
pendant des jours et des jours, jusqu'à arriver à une Terre inconnue bien plus au loin. Alors, ça peut sembler complètement improbable. Malheureusement, c'est le seul mécanisme qu'ont certains paléontologues pour expliquer la présence de certains mammifères ou animaux continentaux sur des îles isolées au milieu du Pacifique, pour lesquelles les ponts continentaux par saut de puce sont complètement inenvisageables, comme la faune des Galapagos, par exemple. Néanmoins, moi je suis géologue, je suis pragmatique, j'ai considéré que ça c'est impossible, et on va étudier comment le saut de puce aurait pu expliquer la dispersion des primates et des rongeurs il y a 40 millions d'années. Et pour ça, eh bien, je vais vous amener à la recherche des archipels perdus entre ces océans. C'est ce que mes collègues et moi faisons depuis quelques années, essayer de reconstituer la paléogéographie entre ces continents pour comprendre par où ces primates et rongeurs auraient pu passer. Alors déjà, comment on reconstruit la paléogéographie ? Pour reconstituer la paléogéographie, la discipline majeure, c'est le paléomagnétisme, qui est l'étude du magnétisme ancien, qui est l'étude aussi du magnétisme des roches. Là encore, c'est une science qui a son origine au tournant du XXe siècle, où Brune et d'autres géologues se rendent compte que les roches anciennes ont enregistré un champ magnétique qui est différent du champ magnétique actuel. En gros, si vous prenez une boussole, vous la collez sur certaines roches, eh bien la direction va être différente de la direction du champ magnétique moderne. Donc ça, on s'en rend compte au début du XXe siècle, mais encore une fois, c'est seulement au tournant des années 50 qu'on va développer toute une série de nouveaux appareillages, des chambres amagnétiques, pour reconstituer l'aimantation rémanente des roches, donc l'aimantation qui est enregistrée dans les roches, pour étayer cette idée que le champ magnétique des roches passées n'est pas le même que l'actuel. Alors, si les roches anciennes ont un champ magnétique différent, ont une orientation du champ magnétique différent de l'actuel, il y a deux hypothèses. C'est que soit le champ magnétique terrestre a changé, soit que les roches se sont déplacées. Eh bien, en fait, ce sont les deux. Les deux hypothèses sont valables. On sait aujourd'hui que le champ magnétique change. Donc là, c'est une représentation du champ magnétique moderne. Les lignes, c'est ce qu'on appelle ligne de champ, c'est la direction du champ magnétique. Le champ magnétique, c'est un dipôle. C'est comme un grand aimant dont l'un des pôles est orienté dans l'hémisphère nord et le pôle opposé dans l'hémisphère sud. Et il s'avère qu'au cours des temps géologiques, le champ magnétique a été ultra majoritairement un dipôle. Ce qui veut dire que les lignes de champ, elles, n'ont jamais changé, ont toujours été de cette manière. Ce qui change de manière assez irrégulière, c'est l'orientation de ce dipôle. Parfois, il est orienté dans l'hémisphère sud, parfois, il est orienté dans l'hémisphère nord. Et donc, on peut tracer ces inversions du champ magnétique dans les roches passées. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. C'est comme ça qu'on a reconstitué l'histoire d'expansion des dorsales océaniques, ou qu'on date des roches par magnétostratigraphie. Mais bon, c'est pas ça qu'on utilise pour la paléogéographie. Ce qu'on utilise pour la paléogéographie, c'est cette constance de la forme du champ magnétique et de la forme des lignes de champ. Si vous regardez les flèches rouges ici, si vous regardez le champ près de l'équateur, eh bien, le champ magnétique, il est toujours orienté parallèle à la surface. Par contre, si vous montez aux hautes latitudes, le champ magnétique commence à s'incliner jusqu'à ce qu'on arrive au pôle où le champ magnétique il est dirigé vers le centre de la Terre. Alors en fait, l'inclinaison du champ magnétique change avec la latitude. Et donc, si vous êtes capable de reconstituer l'inclinaison du champ magnétique passé dans les roches, eh bien, vous pouvez reconstituer leur paléolatitude. C'est exactement ce qu'on fait. Alors, comment les roches enregistrent le magnétisme passé ? Eh bien, lorsque les roches magmatiques cristallisent, certains minéraux ferromagnétiques vont enregistrer le champ ambiant, ou lorsque les roches sédimentaires sédimentent, ces mêmes minéraux ferromagnétiques, eux, vont se déposer dans l'orientation du champ. C'est ça qui nous permet de reconstituer le champ passé dans les roches. En pratique, comment ça marche aujourd'hui ? Eh bien, nous, on va sur le terrain avec des petites carotteuses portables, et on va prendre plein de petits échantillons de roches qui ont la taille de sucre à café. Et ensuite, ces sucres à café, au laboratoire, dans des chambres amagnétiques, on va utiliser différentes méthodes pour reconstituer leur champ rémanent, l'orientation du champ qui est enregistrée dans chaque carotte.
Et une fois qu'on a reconstitué ce champ rémanent, on le replace dans sa position originelle, la position où on a échantillonné chaque cube, et on peut en déduire une paléolatitude. Donc, nos paléolatitudes, ça ressemble à ça. Hein. Donc ça, c'est des travaux que mes collègues et moi avons fait pour un archipel dans l'océan Indien. Vous avez en abscisse l'âge des roches que nous avons échantillonnées, et en ordonnée la paléolatitude qui est directement transformée des données paléomagnétiques. Donc les croix rouges, c'est les données qu'on a en paléolatitude pour cet archipel, qui est recomposé, enfin qui est mise sur le diagramme en comparaison avec les deux continents environnants, le continent A au nord et le continent B au sud. Et vous pouvez voir que les paléolatitudes vont merger à un moment avec le continent B, ce qui veut dire que mon archipel va rentrer en collision avec mon continent qui est plus au sud. Bon, ça c'est juste pour un bloc. Mais une fois qu'on a plein de données pour plein de blocs, ce qui est le cas aujourd'hui parce qu'on a 70 ans de paléomagnétisme derrière nous, on peut faire ce qu'on appelle des modèles de plaques, où au cours du temps, on place chaque bloc et sa position. Et à partir de ces modèles de plaques globaux, on peut ensuite reconstituer des paléogéographies. En gros, c'est rajouter des contraintes paléoaltimétriques et paléobathymétriques sur nos modèles de plaques. Et donc aujourd'hui, et depuis peut-être un petit peu moins d'une dizaine d'années, on arrive à cette résolution où on peut vous reconstituer la paléobathymétrie, paléoaltimétrie et emplacement des continents pour les derniers 66 millions d'années. C'est assez bluffant. Hein. Bon, il y a pas mal d'incertitudes là-dessus, mais c'est déjà un gros progrès. Alors maintenant, je vais retourner à ma question d'origine, qui est par où sont passés mes primates pour rejoindre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et on va faire un zoom sur l'ancien domaine néotétisien, donc entre Afrique et Eurasie. J'ai mis ici en différentes couleurs les blocs continentaux principaux. Et je vais rétro-déformer cette carte et vous la présenter à quoi ça ressemblait il y a 40 millions d'années. Donc ça ressemblait à ça, donc même code couleur. Les couleurs un peu plus claires sont les couleurs qui étaient principalement sous le niveau des mers, mais mers peu profondes. Et le bleu foncé, c'est la croûte océanique à cette époque. Donc vous voyez bien la néothétis entre l'Afrique au sud et les blocs d'Eurasie. On a aussi en Eurasie cette mer épicontinentale qui sépare l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est pendant une bonne partie du Paléogène qui s'appelle la Parathétis. Et vous pouvez remarquer en rouge, il y a tout un ensemble assez biscornu de blocs individuels qui est séparé à la fois de l'Afrique, de l'Europe de l'Ouest et de l'Asie. Ces blocs, ils sont à cheval sur les Balkans et l'Anatolie, ce qui fait que mes collègues et moi l'avons appelé la Balkanatolie. Il fallait lui donner un nom. Pourquoi fallait lui donner un nom? Parce que cette province, elle est assez uniforme géographiquement et biogéographiquement. Elle est séparée de l'Europe et de l'Asie par des petits bras de mer pendant quasiment tout le début du Paléogène, qui passaient à travers la Suisse, le bassin des Carpates et la Bulgarie pour l'Europe, au niveau du Caucase pour l'Asie, et puis le sud de la Méditerranée actuelle pour l'Afrique. Et que, comme vous pouvez le voir, il y a au sein de la Balkanatolie un pont potentiel avec l'Afrique au niveau du sud. Alors en fait, il s'avère que la Balkanatolie, pendant une grande partie de son histoire, sur le début du Paléogène, de 60 millions d'années à 34 millions d'années, c'était principalement un archipel, parce qu'il y avait très peu de topographie. Mais lors des périodes de bas niveau marin, eh bien, nous avons calculé qu'une bonne partie de ces terres qui étaient sous le niveau des mers, eh bien, ont dû être formées une masse continentale continue qui devait faire la taille de plus ou moins 1,5 à 2 fois Madagascar. Donc la Balkanatolie, ici, nous fournit un pont potentiel de passage éphémère entre Eurasie et Afrique. Pour tester ça, eh bien, il faut regarder ce que nous dit l'enregistrement paléontologique. Et tous les petits points noirs sur la carte, ce sont les sites fossiles que l'on a autour de 40 millions d'années, au cours de l'Éocène. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces sites fossiles? Eh bien, à l'Éocène, on a en Eurasie vraiment deux faunes très distinctes. En Asie de l'Est, les mammifères sont les précurseurs des grandes familles modernes de mammifères. C'est là où on va trouver notamment les anthropoïdes, les précurseurs des primates modernes, mais aussi les rongeurs, les précurseurs des rongeurs actuels, et aussi les précurseurs des grandes familles d'ongulés, de périssodactyles, d'artiodactyles, des rhinocéros par exemple.
tandis qu'en Europe, à ce moment-là, nous n'avons que des mammifères archaïques. Et là, par archaïque, j'entends que ce sont des formes très anciennes de mammifères qui, aujourd'hui, se sont complètement éteintes, des lignées qui n'ont laissé aucune trace dans la biodiversité actuelle. Ce que nous avons montré, les paléontologues et moi, c'est qu'en Balkanatolie, eh bien, la faune, en fait une troisième province biogéographique en Eurasie qui n'a rien à voir avec l'Europe et avec l'Asie de l'Est. En Balkanatolie, on trouve quelques taxons qui ont une affinité d'Europe de l'Ouest, mais cette affinité, il faut aller la chercher très loin dans le passé, autour de 60 millions d'années. Mais la plupart des taxa endémiques de Balkanatolie, il faut aller les chercher en Afrique. On a des marsupiaux, on a des afrothères. Les afrothères, c'est cette grande famille, ce grand ordre de mammifères qui est originaire d'Afrique, dont les éléphants font partie, par exemple. Et donc la Balkanatolie, quelque part, elle est plus d'affinité africaine que eurasiatique, malgré sa pollution paléogéographique. Ce qui suggère que, pendant l'histoire de la Balkanatolie, nous avons eu des ponts éphémères à travers la Néothétis. Ce que nous avons montré ensuite, mes collègues et moi, en allant dater ces sites balkanatoliens, c'est que, on peut reconstituer cette histoire biogéographique. Comment on date sur le terrain? Vous voyez, par exemple, là, c'est un site fossile assez beau que nous avons publié il y a bientôt 2 ans maintenant. Le site fossile correspond à cette plateforme dans ce niveau assez plat. Enfin, c'est pas plat, c'est penché, mais c'est une belle surface monoclinale. Et puis, ce que vous voyez au loin, il y a des niveaux très blancs dans le paysage, ce sont exactement des tufs, des dépôts volcaniques, ce que je vous ai montré avant. Donc, c'est assez facile de dater ces sites fossiles. Et ce site fossile en particulier, il est très intéressant parce qu'il nous donne un assemblage en Balkanatolie d'une faune purement asiatique. On trouve dedans que des mammifères d'affinité moderne asiatique. Et pas mal d'autres sites en Balkanatolie nous permettent de dater l'arrivée des premiers mammifères asiatiques en Balkanatolie. Et cette arrivée des mammifères asiatiques, c'est entre 40 et 38 millions d'années. Ce qui se passe entre 40 et 38 millions d'années, c'est que vraisemblablement, on a un bras de mer qui saute entre la Balkanatolie et l'Asie, ou un corridor continu d'environnement qui se forme, et on a une grande vague de mammifères asiatiques qui arrivent en Balkanatolie et qui précipite le déclin des faunes endémiques. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que 40 à 38 millions d'années, c'est pile la fenêtre de dispersion des primates et des rongeurs jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud. Donc là, il n'y a qu'un pas pour suggérer que, en fait, cette vague de dispersion, bien, primates et rongeurs en faisaient partie, et qu'une fois arrivés en Balkanatolie, eh bien, ce sont les seuls qui y soient allés un petit peu plus loin. Alors là, on n'en est qu'au statut de l'hypothèse, mais il s'avère qu'il y a 2 ans, nous avons trouvé notre premier fossile de primate anthropoïde de Balkanatolie, Sungulucynias. Alors c'est juste une dent pour l'instant, pas génial, mais néanmoins les paléontologues avec une dent, ils sont capables de vous donner très souvent la famille, voire le genre d'un fossile, et ils sont capables de dire que si cette dent ne ressemble à aucune autre, si c'est une nouvelle espèce. Et dans ce cas précis, les paléontologues sont capables de dire sans aucun doute que c'est un primate anthropoïde. Alors je pourrais m'arrêter là et dire, problème résolu, on a trouvé le pont pour traverser la Néothétis, mais en fait non, le problème est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que si on peut expliquer par où ils sont passés, comment ils y sont arrivés, c'est plus compliqué parce que pour arriver jusqu'en Balkanatolie, il faut traverser une bonne partie du Moyen-Orient, notamment toute cette zone ici qui est aujourd'hui au-dessus du Pakistan, de l'Afghanistan, qui sont des zones très arides, qui sont des déserts. Et vraisemblablement, il y a 40 millions d'années, c'était encore plus désertique. Et si je peux vous dire ça, c'est parce que non seulement on a un analogue moderne, mais qu'on a fait tourner des simulations climatiques avec ces paléogéographies pour avoir une idée de comment était le climat il y a 40 millions d'années. Et c'est ce que je vous montre ici. C'est une paléogéographie qui est un peu synthétique de ce qu'il aurait pu avoir il y a 40 millions d'années. Et on fait tourner les modèles climatiques de l'IPSL, donc de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et il nous donne en sortie les paramètres climatiques et ici notamment les précipitations. Et vous pouvez voir qu'en plein centre du corridor de dispersion, des précipitations, il n'y a quasiment rien, moins de 200 mm, c'est le Sahara. Bon courage pour faire traverser un désert comme le Sahara à des primates arboricoles. Comment ont-ils traversé le Sahara? Enfin, le désert, ça, nous ne le savons pas.
Mais surtout, la grande question suivante, c'est OK pour la Néo Thétis, quid de l'Atlantique? Parce qu'autant la Néo Thétis, on peut se permettre d'aller chercher des archipels disparus, parce que la Néo Thétis a en grande partie disparu par subduction, autant l'Atlantique, c'est un océan qui est en perpétuelle ouverture, pas de subduction, c'est encore mis en place dans l'Atlantique Sud, donc tout est présent. Et on n'a pas la marge de manœuvre pour faire sortir des archipels du fond des océans. S'il y a eu des archipels passés, on devrait les voir encore aujourd'hui au fond des océans, au fond de l'océan Atlantique. Et ce n'est pas le cas. Nous avons quasiment aucun candidat pour faire du saut de puce à travers l'Atlantique Sud. Et ça nous pose un gros problème. Et ce qui nous amène à reconsidérer, malgré tout notre travail géologique, le rafting à longue distance comme étant le mécanisme pour traverser l'Atlantique Sud. Alors, dans ma dernière partie, je vais essayer de vous montrer comment on aurait pu avoir du rafting longue distance il y a 40 millions d'années, et donc essayer de rendre possible l'improbable. Et faut garder à l'esprit que ce qui nous semble complètement improbable aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a 40 millions d'années, parce que le climat était significativement différent. Et donc, je vais revenir là-dessus, mais alors, avant d'explorer comment on aurait pu traverser l'océan par rafting il y a 40 millions d'années, faisons un petit tour des conditions obligatoires pour que ce rafting ait pu avoir lieu. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut que les primates et rongeurs aient été capables de traverser les déserts asiatiques, ce qui est déjà pas facile. Mais si ils arrivent à traverser ces déserts, atteindre la Balkanalie, puis l'Afrique, après se pose la question du raft. Ces rafts, à quoi ça ressemble? Eh bien, aujourd'hui, ces débris végétaux, on en a observé, c'est assez rare, mais on a des témoignages de marins, de personnes dans les estuaires. Donc, ce sont des grands amas de végétation qui se forment lors des tempêtes tropicales ou des moussons diluviennes. Donc, ces grandes tempêtes, généralement, dans les tropiques, c'est des tempêtes d'été. C'est là où on a les pluies diluviennes, c'est la saison des pluies, les périodes de mousson. Et donc, lors de ces pluies diluviennes, les berges de rivières ou des morceaux de mangroves dans les estuaires vont se détacher et vont se mettre à flotter. Parfois, ces radeaux peuvent faire plusieurs centaines de mètres carrés. Et on peut retrouver de la faune sur ces radeaux. Ils ont été observés parfois plusieurs dizaines de kilomètres du large. On a même des enregistrements historiques. C'est une vieille gravure, ça du 19e siècle, de marins qui auraient observé ces radeaux flottants au large de l'Afrique. Mais bon, une fois que le radeau est créé, là commencent les difficultés. Supposons qu'on arrive à créer ces radeaux, encore faut-il mettre les rongeurs dessus, et les primates, et que les primates et rongeurs survivent au trajet. Primates et rongeurs modernes, on estime qu'ils peuvent survivre entre 12 à 20 jours sans boire ni manger. Donc 20 jours, ça va nous donner une durée limite pour la durée du trajet à travers l'Atlantique Sud. Ce qui n'est pas beaucoup sur un radeau de fortune. Donc il va falloir que les vents soient cléments, qu'ils soient orientés dans la bonne direction, mais aussi qu'ils soient très rapides pour pouvoir permettre au trajet de se faire en moins de 20 jours. Mais attention, pas trop rapide, parce que sinon, le radeau coule. Donc, on arrive à rajouter comme condition supplémentaire qu'il nous faut des vents favorables et très rapides, mais pas trop rapides, et qu'on a des primates et rongeurs qui soient capables de survivre sans eau et nourriture pendant une durée suffisamment longue, enfin, du moins la durée du trajet. Mais là encore, c'est pas fini. Parce que pour un voyage qui réussit, imaginez le nombre de radeaux de voyages qui échouent. Le nombre de trajets qui arrivent en Amérique du Sud, mais le trajet a mis beaucoup trop de temps. Ou le nombre de radeaux qui qui coulent au milieu de l'Atlantique avec des primates. Ou des radeaux qui sont générés, mais sans primates dessus. Dans tous les cas, il va nous falloir beaucoup, beaucoup plus de radeaux que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc voici un peu les 4 conditions sine qua non qu'il va falloir réaliser il y a 40 millions d'années pour rendre possible ce voyage par rafting. Et donc, dans le temps qui me reste, on va essayer de voir comment chaque condition aurait pu être remplie.
Et là, déjà, il y en a une pour laquelle je ne peux pas vous donner de réponse, c'est sur la capacité aux primates et rongeurs anciens de survivre sans eau et nourriture. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est peut-être jusqu'à 20 jours, mais pour des primates et rongeurs d'il y a 40 millions d'années, on n'en a aucune idée. Il y a certains paléontologues qui proposent que ces primates et rongeurs très anciens auraient eu la capacité de se mettre sous forme de semi-hibernation, sous période de stress alimentaire ou stress hydrique. Mais ça, pourquoi pas, mais on n'en a aucune preuve, et puis surtout, ça n'a laissé quasiment aucune relique dans les primates modernes. Et là, on n'est pas prêt d'avoir une réponse, parce que ce type de physiologie laisse très peu de marques dans l'anatomie, dans les os fossiles. Donc, ce point d'interrogation va sans doute rester ici pour un bout de temps. Mais pour les autres points, vous allez voir qu'on peut y répondre plus facilement grâce à l'augmentation de notre connaissance de l'évolution des climats anciens, qui a fait un vrai boom depuis une vingtaine d'années. Quand je dis climat ancien, c'est donc le climat à l'échelle des derniers 66 millions d'années. Je vous ai mis ici une carte, un diagramme qui reconstruit l'évolution du CO2 atmosphérique au cours des derniers 66 millions d'années. C'est tout récent, hein, c'est publié il y a moins de 2 mois, parce que c'est vraiment notre connaissance des climats à l'échelle des temps géologiques, hein, au-delà du quaternaire. On en sait très peu de choses, et on a des bouleversements tous les ans, hein, des nouveaux papiers qui changent les paradigmes sur notre connaissance du climat. Alors attention, sur cette courbe, l'échelle des ordonnées n'est pas linéaire, elle est logarithmique. Et donc là-dessus, vous avez aussi un code couleur. Donc, lorsqu'on est bleu foncé, c'est qu'on est dans des températures qui sont de 2 à 3 degrés plus froides qu'aujourd'hui. Lorsqu'on est dans les gris, on est dans des températures qui sont autour de 5 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui. Et lorsqu'on est dans les rouges vifs, on est dans les températures qui sont au-dessus de 10 degrés aujourd'hui. Donc, très très chaud. Alors là-dessus, sur ce diagramme, il doit y avoir des choses qui ne doivent pas vous surprendre. Donc déjà, la période où on est dans le bleu foncé, où on est un peu plus froid qu'aujourd'hui, c'est les derniers 2,5 millions d'années. Ces derniers 2,5 millions d'années, c'est le quaternaire, c'est le monde avec des calottes bipolaires, en Arctique et en Antarctique. Et si, en moyenne, c'est plus froid qu'aujourd'hui, c'est parce que pendant cette période, on a une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires, et qu'aujourd'hui, on est en période interglaciaire. Mais si vous retournez 20 000 ans dans le passé, eh bien, il faisait beaucoup plus froid. Donc ces alternances de périodes interglaciaires et glaciaires, à échelle des cycles de Milankovitch, c'est en place que depuis la mise en place de la calotte arctique, qui date il y a 2,5 millions d'années, plus ou moins quelques centaines de milliers d'années près. Avant ça, pour tout le Miocène et l'Oligocène, on a un monde avec une seule calotte, la calotte antarctique. Et donc, de manière générale, il fait plus chaud. 5 degrés en moyenne plus chaud. Mais encore avant ça, avant l'Oligocène, nous n'avons aucune calotte. Nous sommes dans un monde qu'on appelle greenhouse, où le CO2 est 2 à 5 fois plus élevé qu'aujourd'hui, et ce fort CO2 et forte température impliquent aucune glace permanente au pôle. C'est un monde, cet Éocène greenhouse, dans lequel il fait beaucoup plus chaud, hein. Donc comme vous le voyez sur la carte, entre 10 et 15 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Le niveau des mers est 70 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à ce que ces niches tropicales soient plus étendues. Et cette forte teneur en CO2 et ces fortes températures ont aussi une implication sur l'hydroclimat et donc sur les précipitations. C'est un monde où, vraisemblablement, ce que nous disent les modèles, moussons diluviennes, cyclones tropicaux, événements cévenols pour la France, étaient la norme. C'est-à-dire que la tempête décennale ou centennale qu'on observe aujourd'hui, c'était annuel au cours de l'Éocène. Et donc on peut s'attendre à ce que ce changement des hydroclimats va impacter tout ce qu'on en dit sur la génération des rats d'eau. Alors comment le sait-on? Les climats nous le disent, mais nous en tant que géologues, on l'a aussi montré. Alors comment on l'a montré? Eh bien, en étudiant l'enregistrement sédimentaire de l'Éocène. Et je vais vous illustrer ça juste par un exemple sur les études que nous faisons sur le PETM. C'est cet événement il y a 56 millions d'années dont je vous ai déjà parlé, qui est sans doute le pic de température du Cénozoïque. Ça se reflète pas trop sur cette courbe, mais parce qu'il faut garder en compte que cette courbe elle est lissée
Et donc, c'est une grande compilation de données. Donc, les extrêmes ont l'air moins importants qu'ils ne l'étaient sans doute. PETM, si on l'a beaucoup utilisé, si on l'a beaucoup étudié, c'est parce que c'est un événement court qui est souvent considéré par les paléoclimatologues comme une sorte d'analogue au réchauffement climatique qui pourrait nous arriver. Mais c'est surtout un très bon événement pour tester la sensibilité du système Terre aux variations de CO2. Parce que comme il est court et qu'avant et après cet événement, le CO2 est à peu près le même, on n'a aussi pas de changement de paléogéographie durant cette période, vu que c'est que à peu près 200 000 ans. Et donc, tous les changements environnementaux et climatiques qu'on a au cours de cette période, on peut les attribuer directement à l'augmentation du CO2. Donc, on l'étudie beaucoup. Alors, qu'est-ce que les études sédimentaires nous disent sur le PETM? Eh bien, pour étudier la réponse hydrologique du climat à l'augmentation du CO2, un moyen assez sioux de voir comment les précipitations changent, c'est de regarder comment les chenaux de rivières évoluent. Parce que les chenaux de rivière, leur morphologie va dépendre de leur débit. En fait, il s'avère que le ratio largeur sur profondeur dans les chenaux de rivière, dès que vous êtes dans une plaine alluviale assez distale, proche des deltas, où le gradient de la plante, le gradient de la rivière est très très faible, eh bien, ce ratio, il va dépendre que d'une chose, c'est le débit au pic de crue. C'est ça qui va former, en gros, la taille maximale de votre chenal. Et donc, des sédimentologues sont allés mesurer ce ratio, largeur sur profondeur, dans des dépôts sédimentaires avant, pendant et après le PETM. Et voilà ce qu'ils trouvent. Vous avez profondeur sur largeur, la droite c'est 15:1, et en bleu, vous avez les valeurs, le ratio pour les chenaux avant le PETM, et en orange, vous avez pendant le PETM. Ce ratio, pendant le PETM, augmente d'un facteur 8. Et l'explication la plus simple pour expliquer ce changement de ratio, c'est une augmentation du débit en période de crue au cours du PETM de l'ordre de 8 fois. Imaginez un monde dans lequel nos événements extrêmes sont 8 fois plus extrêmes que ce que nous vivons lors de nos extrêmes qui sont déjà extrêmes. Et bien, c'était comme ça au cours du PETM, et sans doute pendant les pics ultérieurs de CO2 de l'Éocène. Ce que nous montrent aussi ces études sédimentaires, c'est que non seulement ces épisodes extrêmes étaient beaucoup plus violents, mais qu'ils étaient aussi beaucoup plus fréquents. Parce que ces dépôts de chenaux sont beaucoup plus fréquents autour du PETM. Et donc là, c'est pas mal, parce que le fait qu'on ait des événements extrêmes beaucoup plus fréquents et beaucoup plus violents, on peut donc envisager qu'on ait beaucoup plus de formation de débris végétaux. Et que cette hypothèse qu'il y a 40 millions d'années, on avait beaucoup plus de générations de débris flottants, on a un mécanisme pour l'expliquer. Alors là, vous pourriez me dire, pourquoi dans ce cas-là, au PETM, on n'a pas de primates qui se dispersent jusqu'en Amérique du Sud? Eh bien, tout simplement parce qu'au PETM, on n'en avait pas. Les premiers anthropoïdes, c'est milieu de l'Éocène. Alors, il y avait d'autres mammifères, des mammifères plus archaïques au Paléocène, et il y a vraisemblablement eu des dispersions à ce moment-là, mais c'est beaucoup moins connu. Néanmoins, juste après l'apparition des premiers anthropoïdes, vous avez ce pic de CO2 qui s'appelle le MECO, Middle Eocene Climatic Optimum, qui est le dernier pic de CO2 de l'Éocène, et qui colle pile avec la fenêtre de dispersion des primates, entre 40 et 38 millions d'années. Alors, sur ce diagramme, le MECO a l'air un peu ridicule, pour deux raisons. La première, c'est que faut garder à l'esprit que la courbe est linéaire, et que cette courbe a aussi tendance à lisser les extrêmes. Mais les dernières études récentes suggèrent qu'au cours de cet événement, il y a 40 millions d'années, le CO2 aurait augmenté de 2 à 3 fois sa valeur en T-MECO. Un peu une sorte de PETM postérieur. On a donc potentiellement ici un mécanisme pour expliquer pourquoi, il y a 40 millions d'années, on a généré beaucoup plus de radeaux et qu'après, on n'en a généré beaucoup moins. Et ce qui est pas mal derrière cette hypothèse du MECO, c'est qu'on a aussi un mécanisme pour expliquer comment primates et rongeurs auraient pu traverser les déserts asiatiques. Alors, je vous ramène à cette carte de l'emplacement des déserts, et je vais vous expliquer en 2 mots ce que mes collègues et moi avons montré sur l'évolution de ces déserts, pas au cours du MECO, parce qu'on connaît encore très peu le MECO, surtout dans cette zone, mais au cours du PETM, donc cet événement, il y a 56 millions d'années. Voici à quoi ressemble
Donc on est allé là, à l'endroit où il y a l'étoile, qui est en Chine de l'Ouest. Il y a plein de bassins sédimentaires là-bas. Et on a des grandes séries stratigraphiques, des kilomètres de dépôts paléogènes, que mes collègues et moi avons datés au cours des années et étudiés, datés par géochronologie, magnétostratigraphie. Ce sont toutes les formations que vous voyez ici. Et nous avons réussi à identifier le PETM. Et ensuite, nous avons demandé à nos collègues paléobotanistes d'étudier l'enregistrement des pollens au cours du PETM. Et ce que les collègues paléobotanistes ont pu montrer dans les pollens, c'est qu'avant et après le PETM, c'est un désert, ce que nous montrent les modèles climatiques. C'est de la steppe désertique de manière globale, de manière générale. Mais au cours du PETM, la steppe désertique diminue drastiquement et est remplacée par de la forêt tempérée. On verdit le désert lorsque l'on augmente le CO2 dans cette zone. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, 40 millions d'années, soudain, les primates se mettent à passer. Alors, ce verdissement du désert, d'où vient-il? Est-ce seulement le CO2 qu'on augmente qui permet aux plantes de se développer? Eh bien, pour savoir ce qui contrôle ce verdissement du désert, cette fois-ci, un peu de géochimie, parce que c'est là où sont les isotopies, c'est l'isotopie qui va nous renseigner le plus sur cette hydrologie passée. Nous avons fait de l'isotopie stable et clump sur des carbonates pédogéniques. Alors, un peu de contexte. Qu'est-ce qu'un carbonate pédogénique? Un carbonate pédogénique, c'est un carbonate qui pousse dans les sols. Et on va les trouver généralement aux moyennes latitudes, dans les zones où il y a la saisonnalité dans les précipitations. Dans les zones aux moyennes latitudes où on a une saison sèche, eh bien, l'eau s'évapore dans les sols et l'eau résiduelle, elle va se concentrer de plus en plus en carbonate de calcium jusqu'à ce qu'on atteigne la sursaturation en carbonate de calcium et la précipitation de calcite dans les sols. Et donc ça peut former de la calcite sous forme de nodules, sous forme de rhizolite. C'est exactement ce qu'on appelle les carbonates pédogéniques. Et qui dit carbonate de calcium dit carbonate et donc carbone et oxygène. Et donc on peut faire de l'isotopie stable sur ce carbone et cet oxygène. L'isotopie stable du carbone dans les carbonates pédogéniques, eh bien, elle est liée, cette composition isotopique, à la composition isotopique du CO2 qu'on va trouver dans le sol. Et le CO2 qu'on va trouver dans le sol, il vient de la respiration des racines. Et donc, analyser cette composition isotopique nous ramène à la composition isotopique des plantes. Et c'est donc un outil pour reconstituer le type de végétation. La composition isotopique de l'oxygène dans le carbonate des carbonates pédogéniques, lui, l'oxygène va venir des eaux du sol. Et l'eau du sol, elle va venir des eaux de pluie. Et donc, si on analyse la composition isotopique des carbonates pédogéniques, c'est une fenêtre sur la composition isotopique des eaux de pluie qui, elle, est reliée à pas mal de paramètres climatiques. Ce qui fait que mesurer l'isotopie stable des carbonates pédogéniques, c'est utilisé assez fréquemment lorsqu'on fait des études paléo-environnementales. Quand je dis isotopie stable, c'est ratio du carbone 13 sur carbone 12, ratio de l'oxygène 18 sur l'oxygène 16, pour l'oxygène et le carbone, qui sont les isotopes stables du carbone et de l'oxygène. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, parce que c'est vraiment des outils vraiment de base en géochimie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, mais pas uniquement. Dans mon laboratoire, on fait de l'isotopie un petit peu plus sioux. On fait ce qu'on appelle de l'isotopie clump. Alors, qu'est-ce que c'est l'isotopie clump? Eh bien, par opposition à l'isotopie stable traditionnelle où on regarde le ratio des isotopes lourds sur isotopes légers, comme je vous le disais, carbone 13 sur carbone 12 ou oxygène 18 sur oxygène 16, en isotopie clump, sur les carbonates, on va regarder le degré d'association entre ces isotopes lourds au sein des carbonates. En gros, combien j'ai d'oxygène 18 qui est associé au carbone 13. Et ce degré d'association au sein des carbonates, il est lié directement à la température de croissance des carbonates. C'est un équilibre thermodynamique. En gros, les isotopes lourds et légers au sein des carbonates se distribuent de manière assez aléatoire, mais si vous changez la température, ce degré d'arrangement varie. Et donc, le degré d'arrangement entre carbone 13 et oxygène 18, si vous arrivez à le mesurer, ce degré de clumping, eh bien, vous avez une proxy directe de la température de croissance des carbonates. Ce qui est super important, un super outil pour les paléoclimats. Alors, en pratique, on mesure un isotopologue particulier du CO2 qui est issu de la dissolution des carbonates,
qui est un isotopologue de masse 47, qui correspond à un carbone 13, un oxygène 16 et un oxygène 18. Donc les températures issues de l'isotopie clump, ça sera ce qui est écrit sur la slide ici, le T delta 47. Donc ça, ce sont les températures qu'on reconstruit en isotopie clump. Alors maintenant, je vous ai mis une compilation de données de température en isotopie clump sur des carbonates pédogéniques modernes. C'est ce que vous avez là, tous les points. Et en abscisse, en ordonnée, pardon, c'est la température clump. Et en ordonnée, c'est la température annuelle sur les sites où on les a échantillonnés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans les carbonates pédogéniques modernes, eh bien, on est systématiquement au-dessus de cette courbe. Et qu'en gros, il y a un biais chaud dans la formation des carbonates pédogéniques. Et ça, c'est plutôt facile à comprendre, parce que je vous le disais, les carbonates pédogéniques, c'est principalement aux moyennes latitudes, des zones où l'été est souvent sec. Et en fait, l'été, c'est la saison où on va évaporer les eaux du sol. Et donc, c'est la saison où on va atteindre la sursaturation en carbonate de calcium et où donc on va former les carbonates pédogéniques. Donc ça, c'est commun à l'échelle globale. On a toujours un biais vers les températures d'été dans les températures clump issues des carbonates. Partout, sauf dans un endroit. Et cet endroit, c'est le domaine de la mousson tropicale. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le domaine de la mousson tropicale, il fait chaud toute l'année. Donc en pratique, on peut évaporer les eaux du sol pendant toute l'année. Mais pendant l'été, c'est là où on a les pluies de mousson. Donc c'est la période où on sature les eaux, les sols en eau. Donc on ne va pas former les carbonates pédogéniques pendant l'été parce que c'est le moment justement où on remplit les sols d'eau. Dans la zone de mousson tropicale, la période favorable pour former les carbonates pédogéniques, c'est l'hiver. Et c'est pour cela qu'on retrouve ce biais systématique, ce sont toutes les petites étoiles que vous voyez sur le diagramme, vers les températures froides dans les zones de mousson tropicale. Pourquoi je vous présente tout ça ? Eh bien parce que dans ma zone désertique, au cours du PETM, on a plein de carbonates pédogéniques, on est allé voir donc, la température clump de ces carbonates, et à ces latitudes et à ce type de climat, on s'attend à des températures moyennes autour de 30 degrés et des températures d'été au-delà de 30 degrés. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans les carbonates pédogéniques avant et après le PETM. Mais à 56 millions d'années, au cours du PETM, les températures clump chutent drastiquement jusqu'à 20 degrés. Ce qui est paradoxal. On augmente le CO2 de 2 à 3 fois, mais les températures diminuent de 10 degrés. Donc le seul moyen pour l'expliquer, c'est la mise en place d'un système de climat type mousson tropicale, avec des fortes pluies en été et des températures chaudes toute l'année. Donc voilà, ici, l'isotopie clump nous explique comment on verdit le désert. C'est en apportant une nouvelle source de précipitations qui sont ces fortes précipitations d'été, une sorte de proto-mousson ou des cyclones très importants mais réguliers pendant la période d'été. Alors ça, c'est le PETM, mais mes collègues et moi, on va essayer de montrer la même chose pour le MECO, donc 40 millions d'années, et on a commencé l'année dernière à aller explorer des sites d'autour de 40 millions d'années dans cette zone. C'est pas facile, hein, géopolitiquement, c'est pas très stable. Mais voici donc en Ouzbékistan et au Tadjikistan des très beaux affleurements et potentiellement le MECO quelque part là-haut. Mais bon, on n'y est pas encore accédé, on espère y accéder dans les années qui viennent. Néanmoins, on a un mécanisme pour expliquer comment primates et rongeurs auraient pu traverser les déserts asiatiques il y a 40 millions d'années. Reste enfin la dernière question qui est l'existence de vents favorables et très rapides. Et bien ça, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais on a les outils pour l'apporter bientôt. Ces outils, eh bien, sont les simulations climatiques. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait modéliser le climat il y a 40 millions d'années grâce aux paléogéographies que nous avons reconstruites. Je vous avais montré ici une carte des précipitations. En fait, on peut, avec ces modèles, faire figurer aussi les courants océaniques et les directions de vent. Et avec ces directions de vent et directions de courant, on peut ensuite utiliser des modèles de traçage des particules d'eau, ou des particules de courant, dans les simulations climatiques. C'est ce qui est illustré ici, avec les résultats d'une étude qu'on a essayé de voir comment se comportaient les courants il y a 50 à 40 millions d'années entre l'Afrique et Madagascar, sur une carte assez grossière. Mais vous pouvez voir que là, sur le diagramme à droite, on a plein de petits points de couleurs différentes qui correspondent à lâcher une particule
au large de l'Afrique à différents moments de l'année pour ensuite voir quel est son trajet et quel est son temps de trajet. Et vous pouvez voir que, à l'Éocène, on pouvait rejoindre l'Afrique de Madagascar, hein, mais en fonction de la saison, pas avec la même durée, pas avec le même trajet. Eh bien, le plan pour nous, c'est de faire la même chose pour l'Atlantique et de voir si on arrive à faire traverser les primates et les rongeurs. J'espère qu'on va montrer que c'est possible, parce que si on ne peut pas le montrer, eh bien, le mystère reste entier et je ne sais plus dans quelle direction aller. Mais en attendant de revenir vers vous, un de ces quatre, avec des résultats que j'espère positifs, on va vers une solution complexe avec une première dispersion à travers la Néothétis par saut de puce, une dispersion à travers l'Atlantique Sud par rafting longue distance, tout ceci favorisé par un contexte paléogéographique et paléoclimatique exceptionnel autour de 40 millions d'années. Donc, en conclusion, on est parti d'une question simple qui nous hante depuis 100 ans en biogéographie, et j'ai dû évoquer le travail de paléontologues, de paléogéographes et de paléomagnéticiens, de géochimistes, de paléobotanistes, de modélisateurs du climat. Et donc, vous voyez, on est à cheval entre tellement de disciplines, ce qui fait que, et ça c'est le cas dans la plupart des études en biogéographie. On est à chaque fois obligé d'aller chercher des compétences et des outils très très loin de notre domaine de confort. Ce qui explique parfois que certaines grandes questions restent ouvertes pendant des décennies, soit parce qu'on n'a pas les outils ou qu'on n'a pas eu les conditions pour créer cette convergence d'intérêts et la création de ces gros projets. Je vais juste vous citer quelques exemples biogéographiques, toujours sur les mammifères que nous n'avons pas résolus. Que font les lémuriens à Madagascar, on ne sait toujours pas comment ils sont arrivés. L'éléphant en Asie, l'éléphant, je le disais, donc originaire d'Afrique. Le jaguar aux Amériques. Tout ça, ça peut sembler anecdotique. Mais ça ne l'est pas. Parce que la distribution des mammifères modernes, pour de nombreux clades, elle est contrôlée par un nombre vraiment très discret de dispersions originelles il y a 10, 15, 20, 30 millions d'années. Et on n'arrive toujours pas à modéliser, à comprendre comment ces dispersions ont eu lieu. Et si on veut prédire la distribution future des espèces, la première étape, c'est réussir à modéliser la distribution des espèces actuelles et comprendre comment on en est arrivé là. Et ça, on ne le sait toujours pas, et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, et je vais m'arrêter là et prendre vos questions. Oui. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est vous avez parlé un moment de la Balkanatolie, oui. Les fossiles, est-ce qu'ils ont été retrouvés en Anatolie ou plutôt au Balkan? Alors, donc, d'où viennent les fossiles de la Balkanatolie? Comment on a défini la Balkanatolie? En fait, il y a en Balkanatolie, nous avons des fossiles vraiment à la fois dans les Balkans et en Anatolie. Ce sont les sites anatoliens qui nous donnent les faunes les plus endémiques, les plus caractéristiques de l'endémisme balkanatolien. Mais ça, c'est pas un biais géographique de Balkan versus Anatolie, c'est un biais temporel, parce qu'en moyenne, les sites en Anatolie sont plus anciens que les sites dans les Balkans. On a beaucoup de bassins qui s'ouvrent un peu plus tardivement au cours de l'Éocène dans les Balkans, tandis que ces bassins s'ouvrent beaucoup plus précocement en Anatolie. Vous avez évoqué le passage d'Homme, je crois, au niveau du Méditerranée, et j'avais lu un article maintenant, j'avais dit que certains hommes auraient pu passer par l'Océanie et aller en terre de feu. J'avais appris cette hypothèse il y a en prépa. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de cette hypothèse? Alors, donc la question, c'est, ça revient donc à la colonisation, enfin l'arrivée, la dispersion des hommes en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et opposer différents scénarios. Donc moi, je vous parlais du passage par le Bering, et donc il y a donc cette hypothèse potentiellement par le Pacifique Sud. Alors, je ne suis pas du tout au point sur cette hypothèse. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse solutréenne, qui propose
que les hommes seraient arrivés par les hautes latitudes de l'Atlantique Nord, hypothèse qui a été battue en brèche de nombreuses fois. En tout cas, cette idée d'une ouverture du détroit de Bering, l'ouverture du passage du détroit de Bering entre 20 et 30 millions d'années, elle a été montrée car nous avons de nombreux sites archéologiques en Alaska, dans les parties nord des États-Unis, qui sont légèrement postérieurs à cette ouverture, mais qui montrent des connexions en termes d'outillage à ce qu'on va trouver du côté asiatique, et donc qui montrent des échanges entre Asie et Amérique du Nord au cours de cette période. L'âge, récemment, on voyait cette ouverture plus autour de 14-15 000, et cet âge a été ramené beaucoup plus tard dans le passé à 20-30 000 assez récemment, il y a seulement 2 ans, avec la publication d'un nouveau site au Nouveau-Mexique, où on a des traces de pas humains datées autour de 20 à 22 000 ans. Voilà. Oui. Est-ce que c'est possible que les rats et les primates se soient mangés entre eux sur le radeau pour allonger le temps du voyage? Alors, c'est possible. Alors, c'est possible. Tout est possible. Mais néanmoins, la diète des anthropoïdes anciens, on peut la reconstituer. On a plusieurs méthodes. On peut faire de l'isotopie sur les dents, par exemple, qui vont nous donner une idée de leur diète générale. On peut aussi regarder la micro-usure dentaire. Et cette micro-usure sur les dents de primates fossiles va nous indiquer quel a été leur dernier repas, ou si on regarde la micro-usure plus générale, quelles sont leurs habitudes alimentaires. Et alors on a des grandes gammes de diètes parmi les primates. Certains sont généralistes, d'autres favorisaient les fruits. On avait même des primates insectivores. Les anthropoïdes, dès leurs apparitions, présentent une très grande diversité de diètes. Alors, aller jusqu'à la carnivorie, c'est quand même un grand pas que je ne vais pas franchir. Oui ? On révèle une théorie avec des populations humaines qui sont vu la distance, vu l'importance de la population actuelle en Amérique du Sud, combien faudra-t-il qu'on radie de leur superficie pour pouvoir avoir une population génétiquement viable qui pourrait coloniser tout le continent? Oui, c'est une vraie question. Et là, en plus, où ça devient compliqué, c'est qu'il ne s'agit pas d'une espèce de primate et une espèce de rongeur, il s'agit de multiples espèces de primates. Parce que des deux côtés de la Néothétis, ainsi que des deux côtés de l'Atlantique, ce sont nombreuses espèces communes. On retrouve au moins 2 ou 3 des deux côtés de l'Atlantique, ce qui veut dire que c'est donc au moins 3 ou 4 espèces impliquées, et pour chaque espèce, une grosse population. Ce qui fait que les paléontologues pensent qu'il ne s'agit pas d'un épisode de radeau, mais de nombreux épisodes de radeau qui ont fonctionné. Après, beaucoup de ces espèces ont un mode de vie assez grégaire, vivent en population grande, et on pourrait envisager que si une berge de rivière s'affaisse avec des arbres et qu'on ait une population de primates dessus, qu'on ait déjà dessus 20 à 30 primates. Mais bon, c'est de la spéculation. Oui ? Une fois que par exemple, les populations de singes qui sont arrivées sur l'Amérique du Sud, combien ils sont parvenus à calculer à la Alors, il y a en biogéographie, c'est une question assez générale sur comment prédire le degré de survie d'une espèce qui se disperse dans un nouvel habitat, et comment se fait-il que certaines vont se diversifier et prendre beaucoup de place, tandis que d'autres vont s'éteindre très rapidement. Les espèces qui ont les plus grands taux d'adaptation lors de dispersion sont souvent des espèces généralistes, qui sont capables d'adapter leur diète, d'adapter leur niche écologique et d'adapter leur mode de vie. On sait que les primates, dès leur anthropoïdes,
que dès l'Éocène, certains étaient généralistes. Donc là-dessus, ça colle plutôt bien. Après, pourquoi, on pourrait se poser la question de pourquoi ces primates généralistes, une fois qu'ils arrivent en Amérique du Sud, ne rentrent pas directement en compétition avec d'autres espèces généralistes. Eh bien, parce que très souvent, les zones très endémiques, comme l'était l'Amérique du Sud à l'époque, où il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, eh bien, le cours de l'évolution tend souvent à l'hyperspécialisation des mammifères, des espèces. Ou si une espèce occupe une niche écologique, l'un de ses trajets favorisés dans des conditions endémiques, c'est de se spécialiser pour un type de diète, une micro-niche au sein de cette niche écologique, pour libérer de l'espace à des cousins qui vont occuper la niche juste à côté, quelque part. Et donc, si vous arrivez dans ce contexte endémique où beaucoup d'espèces sont ultra spécialisées, une espèce généraliste est très compétitive, beaucoup plus compétitive que des espèces qui sont spécialisées à un seul microtype de diète. C'est pour ça que lorsque le lapin ou le rat arrivent sur les îles du Pacifique, ils prennent rapidement tout l'espace dans le paysage et empiètent sur le biome de nombreux autres mammifères ou d'autres types d'espèces terrestres qui occupaient les mêmes niches écologiques auparavant. Oui ? Alors, d'un point de vue phylogénétique, si on regarde leur génome, on sait qu'ils sont les plus proches cousins des primates africains, puis ensuite des primates asiatiques, et le registre fossile nous suggère le même scénario. Après, est-ce qu'ils sont exactement passés par là ? Je vais vous remontrer la carte. Alors, quels auraient pu être les autres passages ? On pourrait envisager un passage par l'Amérique du Nord, et puis ensuite par l'Amérique centrale. Sauf que ce passage ne résout rien parce qu'à ce moment-là, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont séparées par un grand bras de mer aussi, donc il n'y a pas de pont continental. Et puis surtout, on n'a absolument aucun primate anthropoïde en Amérique du Nord dans le registre paléontologique. Et le registre paléontologique d'Amérique du Nord, il est très bien connu, surtout pour cette période. En fait, il a été en grande partie défini là-bas, vu qu'au XIXe siècle, il y avait de très grandes expéditions paléontologiques. Donc, une grande partie des aires, de l'évolution des primates et des mammifères a été définie à partir du registre d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. Donc, s'ils sont passés par l'Amérique du Nord, il nous manque le pont et il nous manque les fossiles. L'autre moyen serait par l'Antarctique. Parce que là, l'Antarctique, il n'est pas très loin de l'Amérique du Sud au cours de cette période. Mais se pose la question de comment sont-ils arrivés en Antarctique. Et là, la question est elle-même. Entre l'Afrique et l'Antarctique, il y a un énorme océan. Et vous auriez pu passer par l'Australie, mais il y a encore un grand océan entre Asie et Australie. Et là encore, en Australie, on n'a pas de fossiles de primates anciens. En Antarctique, on n'en a pas, mais il y a très peu de sites fossiles en Antarctique. Mais bon, après, il faut envisager que l'Antarctique, il y a 40 millions d'années, il n'y avait pas de glace, mais ce n'était pas la forêt tropicale non plus. Donc, difficile de les faire passer par là-bas. Oui ? Sur cette carte, justement, dans l'Atlantique Sud, là, on voit il y a deux masses qui sont sous le niveau de la mer, qui sont moins profondes. Elles n'ont jamais été au-dessus du niveau de la mer. Ah, et si, justement, enfin, et si, peut-être. En fait, s'il y a un endroit où il y a pu avoir du saut de puce, c'est le long de cette petite trace que vous voyez au milieu de l'océan Atlantique, qui s'appelle la ride de Valvis, qui est la trace d'un point chaud, qui se situait donc sous l'océan Atlantique, et lors de la croissance, enfin l'expansion de l'océan Atlantique, ce point chaud laisse une trace, il laisse des basaltes derrière lui, et donc il laisse des points, des hauts fonds. Oui, c'est ça, donc des zones peu profondes. Alors, on pourrait envisager potentiellement un archipel volcanique à travers la ride de Valvis, avec quelques points d'étape entre Afrique et Amérique du Sud. Ça a été proposé plusieurs fois. Le souci, c'est qu'on n'a pas les données géologiques qui nous le montrent, et qu'il y a eu beaucoup de carottage dans la ride de Valvis pour essayer de trouver si on a des dépôts continentaux il y a 40 millions d'années ou auparavant.
et on ne les trouve pas. Ou alors, s'ils existent, ils doivent être vraiment très, très discrets dans des zones où on n'a pas encore foré, et donc très, très espacés. Si on la forait beaucoup, cette rite de Valvis, c'est pour une raison assez... qui n'est pas en rapport avec la dispersion des primates. C'est parce que l'Atlantique, au niveau de la rite de Valvis, là au large de l'Afrique, il est assez profond, il veut 3-4 000 mètres, et on descend en dessous de la CCD. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Donc, sous assez haute profondeur, le carbonate, il se dissout. Tandis que sur la rite de Valvis, qui est en moyenne à 1,5 km de profondeur, eh bien, on est au-dessus, et donc les carbonates sont préservés. Donc, pour aller faire des enregistrements paléoclimatiques dans lesquels il n'y a pas de dissolution, eh bien, on va préférentiellement forer sur la rite de Valvis parce qu'on a tous les carbonates en continu qui sont préservés. Sioux. Ah, quand c'est Sioux. Les Sioux, ce sont une grande tribu d'Amérindiens. Quand je dis c'est Sioux, ça veut dire que c'est futé. C'est une vieille expression. Est-ce que les primates auraient pu manger le bois sur lequel ils étaient transportés, une place de sable? Alors, est-ce que les primates auraient pu manger le bois sur lequel ils flottaient? Au bout d'un moment, ils auraient coulé, je pense. Mais on n'a pas de preuves. Ouais. Ce que l'on sait sur la diète des primates anciens, il n'y en a pas qui mangeaient du bois. Certains étaient folivores, d'autres mangeaient des graines, d'autres mangeaient des fruits, mais non pas de mangeage d'écorce, à ma connaissance. Oui? Est-ce que aujourd'hui, on remet en question l'épisode de l'apparition de la vie? Est-ce qu'il y a plusieurs épisodes de l'apparition de la vie? Alors, plusieurs épisodes de variation de la vie, qu'est-ce que ça signifie? Parce que j'avais lu quelques articles, ça veut dire que vous êtes en doute par rapport à ça. Je ne sais pas. Alors, plusieurs. Donc, est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes d'apparition de la vie? Peut-être, sans doute, mais on peut retracer l'histoire des formes de vie modernes assez loin dans le passé, jusqu'il y a au moins 3,8 milliards d'années, aux premières stromatolites. Peut-être qu'auparavant, il y a eu d'autres épisodes d'apparition de la vie, mais donc toute cette partie très très ancienne de l'histoire géologique était une période aussi assez mouvementée, avec un géotherme très élevé, une tectonique des plaques très différente, potentiellement un mitraillage d'astéroïdes bien plus fort que ce qu'on a eu dans la partie plus tardive de l'histoire terrestre. Donc on a potentiellement pu avoir de premières apparitions de la vie qui ont ensuite éteint pour réapparaître, mais ça n'a laissé aucune trace géologique. Parce que dès qu'on va sur ces temps vraiment très très anciens, au-delà de 3 milliards d'années, le nombre d'affleurements et de roches que l'on peut étudier se compte sur les doigts des deux mains. Ouais, mais non, mais là, on ne parle pas d'apparition de la vie aux mêmes échelles. Moi, je disais qu'il y a peut-être eu plusieurs épisodes d'apparition de la vie, mais il y a 4 milliards d'années. La vie actuelle, elle issue d'un arbre phylogénétique, d'une histoire évolutive qui est relativement bien contrainte. Il y a encore plein d'incertitudes sur les liens de parenté, les périodes de divergence, mais la vie ne va pas se mettre à apparaître de rien comme ça en Amérique du Sud et à faire apparaître des primates qui sont exactement similaires à ceux qu'on va trouver en Amérique du Sud au même moment. Non. Lorsqu'on a une convergence, lorsqu'on a un enregistrement paléontologique qui nous montre que d'un point de vue dentaire ou anatomique, on a deux espèces qui, d'un point de vue taxonomique, sont du même genre, voire de la même espèce, il est impossible d'invoquer l'idée d'une convergence évolutive vers ces caractéristiques, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'étendue de la diversité biologique actuelle et qu'on compare anatomiquement les espèces qui sont proches de celles qui sont plus distinctes, d'un point de vue génétique, il y a analogie entre la convergence anatomique et la diversité génétique. On peut avoir certaines choses qui convergent, par exemple les ailes des libellules qui vont converger de la même manière en termes de morphologie générale que celles des oiseaux, mais c'est uniquement d'un point de vue purement morphologique à grande échelle. Lorsqu'on regarde la morphologie dentaire des primates, il y a aucun moyen d'en faire deux histoires
qui convergent vers la même morphologie. Oui ? Le primates, c'est arrivé en Amérique du Sud par un chemin, c'est-à-dire uniquement par l'Afrique, uniquement par l'Antarctique. Alors, la preuve qui nous dit que ça vient d'Afrique, c'est lorsqu'on regarde les fossiles sud-américains et les fossiles africains, ce sont quasiment les mêmes. Alors, c'est pas exactement les mêmes, parce que se passe un peu de temps. Les âges des sites sud-américains sont légèrement plus jeunes que ceux qu'on va voir en Afrique. Et lorsqu'on regarde phylogénétiquement, anatomiquement, qui sont leurs cousins les plus proches, il faut aller les chercher en Afrique. Et lorsqu'on regarde leur génome, ça nous dit la même histoire. Le génome moderne, pas le génome des fossiles, ça, c'est pas l'obtenir. Moi, j'ai une question sur des missions de terrain que tu fais, généralement, tu pars avec des paléontologues, avec des biologues, des paléomagnéticiens. Enfin, vous êtes plein sur le terrain à partir ensemble ou c'est une équipe isolée qui fait un type de relevé Alors, il y a différents modes de travail, mais dans mon cas, je pars systématiquement avec des paléontologues. Et alors généralement, j'apporte mon équipe de géologues, qui va être large. Dedans, il va y avoir des paléomagnéticiens, il va y avoir des géochimistes, des sédimentologues. Et puis, les paléontologues arrivent avec leur propre équipe. Donc, d'un point de vue logistique, on arrive ensemble, on a les mêmes hébergements, mais après, sur le terrain, chacun va dans son coin. Ça nous arrive aussi parfois de partir 5 jours quelque part plus loin. Eux restent sur leur site. Et en plus de ça, après, on rajoute les paléobotanistes, qui, eux, sont encore différents des paléontologues, qui travaillent donc sur les feuilles fossiles ou les restes fossiles de plantes. Donc très souvent, je suis avec des paléobotanistes aussi sur le terrain. Et juste lié à ça, par l'émission de l'établissement, c'était compliqué d'accès, et ça se fera plus tard. C'est quoi la procédure pour aller dans des pays comme ça, le contexte géopolitique est compliqué? Il n'y a pas de règle, ça change vraiment pour chaque pays. Donc déjà, la première étape, c'est obtenir l'autorisation du CNRS. Parce qu'il y a plein de pays que l'État français considère comme dangereux, dans lesquels on ne peut pas mettre les pieds. C'est légitime. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup aller travailler en Iran, qui est pile sur l'axe de dispersion, dans lequel il y a plein de bassins, mais l'État français nous interdit d'y aller à cause des problèmes géopolitiques qu'il y a actuellement et du fait qu'il y a eu des chercheurs CNRS qui sont retrouvés en prison en Iran, comme moyen de pression géopolitique. Mais mes collègues italiens, par exemple, eux n'ont aucun souci, ils vont bosser en Iran. Donc, eux vont sur le terrain, nous ramènent les échantillons et nous, on fait les analyses pour eux. Donc, une fois qu'on a l'autorisation du CNRS, après, il faut avoir des contacts locaux, parce que d'un point de vue local, il faut toujours bosser avec les locaux. Déjà, d'un point de vue éthique, parce que transfert de connaissances, et puis d'un point de vue pratique, parce qu'eux connaissent tous les sites, et puis d'un point de vue scientifique, ils sont très souvent bien plus compétents que nous sur leur propre terrain. Donc on cherche le contact local, on monte un projet avec eux, on signe des accords d'échange qui peuvent passer par leur ministère, notre ambassade. Parfois ça peut prendre 2 ans, parfois ça prend 2 minutes. Et après, on va sur le terrain. Comment est-ce que vous arrivez à justifier vos financements? J'imagine les instances gouvernementales européennes, comme vous le dites, ne voient pas forcément d'intérêt dans ce domaine de recherche. Alors, c'est vrai que reconstituer l'histoire des primates il y a 40 millions d'années, ça ne tombe pas dans les objectifs de financement du ministère de la Recherche. Mais en fait, la recherche en France, les instituts de financement, il y a certains grands sujets qui sont pointés, par exemple le développement de la recherche dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables. Il y a des grandes directions qui sont pointées qui ont des financements dédiés. Mais tous les autres sujets, qui ne sont pas considérés comme des priorités, gardent tout de même une grande masse financière et d'autres manières d'autres systèmes de financement auxquels ils peuvent candidater. Et on est plutôt bien lotis là-dessus en France. Tout n'est pas dédié au financement de la recherche purement industrielle ou pratique. Sinon, on n'aurait pas de financement de la recherche en sciences humaines, en littérature. Non, on a moyen de financer des choses qui sont beaucoup plus théoriques et qui sont
basé sur juste l'augmentation du savoir, de manière plus générale. Oui ? J'ai plein de questions scientifiques, mais on va demander. J'ai posé une question aussi sur ton parcours, parce que je pense que ça pourrait intéresser certains ici. De ce que j'ai vu, tu n'as pas fait de master. Non. Et du coup, ma question, c'est comment tu as vécu ton passage d'une école de chirurgie en technique généraliste à une thèse finalement dans un domaine qui est plutôt différent? C'est une bonne question, et en fait c'était en stage. Donc quand j'étais en école d'ingé, j'ai fait un stage, donc j'en ai parlé brièvement, dans le milieu académique à l'IPGP. J'ai fait un stage de 6 mois, et en fait c'est ça vraiment qui est l'expérience pour moi formatrice pour ensuite pouvoir aller en thèse. Mon enseignement en école d'ingé, c'est sûr que m'a pas, en termes de... J'ai commencé ma thèse avec un niveau de compétence en sciences de la Terre beaucoup plus faible que les gens issus de la filière classique. Mais ça, j'ai eu l'occasion de le rattraper en partie au cours des stages que j'ai fait juste avant de commencer ma thèse, et puis après, pendant la première année de thèse où j'ai beaucoup lu, beaucoup bachoté. Oui. Justement, au niveau de ces stages que vous avez pu faire à Total et à Areva, vous dites que vous êtes arrivé avec un bagage biologique assez faible. Comment vous avez fait pour vous adapter au travail? J'ai eu de la chance d'avoir des très bons encadrants, des encadrants jeunes qui étaient dans une optique de transfert de leurs connaissances. Et donc, j'ai été formé vraiment... mon premier stage de terrain, c'était donc... sur les sables bitumineux du nord du Canada. J'ai fait 3 semaines à Pau, au centre de recherche de Total, où j'ai lu mes premiers bouquins de sédimentologie. Et puis 3 semaines plus tard, j'étais attaché à une corde le long d'une falaise à relever des affleurements. Et donc ça a été assez brutal comme transition. Mais j'avais la chance d'avoir avec moi, mon encadrant était en fait un thésard en thèse CIFRE chez Total, qui était lui encore au cours de son parcours d'apprentissage, et qui en savait pas beaucoup, mais qui en savait beaucoup plus que moi, et qui a été un encadrant très très bon. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait préférer le monde de la recherche à ces travails plutôt passionnants? Alors, eh bien, dans le milieu... Alors, mon expérience du milieu de la géologie dans le milieu du privé remonte maintenant à 15 ans. Donc, je ne sais pas si elle serait encore valide aujourd'hui. Mais bon, j'ai pu vivre vraiment des expériences super dans le milieu privé, vu qu'ils m'ont envoyé donc, sur le terrain, dans des zones difficiles d'accès. Mais en même temps, c'est très cadré. C'est-à-dire qu'on vous donne une mission et vous ne faites que ça. Et moi, j'ai toujours aimé avoir de la flexibilité dans ce que je fais, choisir moi-même mes projets de recherche. Quand vous bossiez chez Total il y a 15 ans, une étape obligatoire de votre parcours, c'était d'aller faire des longs séjours pendant quelques années en plateforme pétrolière ou en zone assez isolée. Et ça m'intéressait pas. Donc ça n'a jamais vraiment été sur la table. Après, je me souviens avoir été choyé quand prennent bien soin de leurs employés et on a accès à un grand nombre de ressources. Donc je pense que j'aurais été aussi heureux si j'étais parti dans le privé. Merci beaucoup, Alexis.